Est-il possible d'enseigner efficacement en ligne? Est-ce que enseigner en ligne est faisable? Est-ce qu'on a de l'efficacité? Est-ce que nos élèves sont capables d'apprendre avec l'enseignement en ligne? Il faut que je sois présent pour le corriger. Mais du coup, quand il travaille chez lui tout seul, t'es pas présent pour le corriger. C'est là où tu vois l'effet émotionnel, c'est qu'ils ont eu, par obligation, dû s'adapter avec des outils qu'ils connaissaient pas. L'expérience a été mauvaise. Verdict, c'est de la merde. Bizarrement, tu deviendras bon aussi parce que tu vas pouvoir adapter ta pédagogie qui est déjà bien structurée, mais l'adapter à un autre contexte qui est celui du en ligne. C'est notre rôle d'enseignant de nous adapter. Si on se met dans le cadre d'une personne lambda qui enseigne la musique traditionnellement, la réponse généralement est non. Voilà. Par contre, de s'ouvrir à d'autres possibilités et de pratiques, c'est là où ça devient très intéressant et c'est là où ça deviendra épanouissant aussi pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant. Fabien, bonjour, bienvenue et merci à toi d'être là pour ce premier podcast de Zik School. Ce podcast qui va parler de justement comment on peut enseigner en ligne et est-ce que enseigner en ligne est vraiment efficace et est-ce qu'on peut vraiment enseigner à des élèves la musique? C'est une bonne question et je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire sur le sujet, des petites anecdotes. Alors justement, si moi je te pose la question comme ça directement, tu dirais quoi? Alors moi j'aurais tendance à dire oui, évidemment, parce que je l'ai déjà fait. Par contre oui, mais pas n'importe comment. Si on se met dans le cadre d'une personne lambda qui enseigne la musique traditionnellement, la réponse généralement est non. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se lance sur ce podcast parce que effectivement on a beaucoup de choses à dire de par notre expérience. D'ailleurs, est-ce que toi tu peux te présenter en quelques minutes, nous donner ton parcours, ce que tu as fait? Oui. Donc moi Fabien, j'ai fait le conservatoire. J'ai commencé l'instrument, la musique à 4 ans et demi. Ouais, c'est très précis, mais à l'époque c'était important pour moi. Et à l'époque je voulais faire de la petite guitare. Sauf qu'à 4 ans et demi, tu peux pas rentrer en école de musique au conservatoire, c'est trop tôt. Et ma mère, qui est prof de musique, prof de clarinette, elle avait un ami qui était altiste, donc violon alto, qui lui a dit écoute, je vais lui donner des petits cours. Donc au début, j'ai pris l'alto comme une petite guitare, et très rapidement, je me suis retrouvé engrainé à le mettre sur l'épaule et à jouer de l'alto. Et j'ai intégré après le conservatoire à l'âge de 6 ans. J'ai fait toutes mes études, j'ai passé mon DEM, donc le diplôme d'études musicales de la fin du conservatoire en même temps que mon bac à peu près. J'ai fait un cursus de perfectionnement à la fois sur Bordeaux et sur Nantes. À Bordeaux, c'était un cursus de perfectionnement pour potentiellement faire l'entrée au CNSM, soit de Paris, soit de Lyon. Et à Bordeaux, c'était une formation spécifique pour devenir musicien d'orchestre. Voilà. Et quand il a fallu faire potentiellement l'entrée au CNSM, je me suis cassé la main. Et du coup, j'ai fait le choix de pas faire l'entrée au CNSM et j'ai eu un parcours plus classique avec une école d'ingénieur. Et à côté de ça, du coup, je donne des cours depuis que j'ai 15 ans. Donc, quand j'étais en seconde, j'ai commencé à donner mon premier cours. C'était un cours ma mère avait. Ma mère avait un petit élève en violon et elle m'a dit là, je peux plus rien pour lui parce que moi, je suis limité par l'instrument. Je pouvais l'aider au tout début, mais là, je suis limité. Et donc, à 15 ans, j'ai pris mon premier élève qui avait, je crois, 3-4 ans de moins que moi. Il devait avoir 11 ou 12 ans. Et j'ai jamais arrêté depuis de donner des cours. Alors, ça n'a jamais été l'activité principale, mais ça a toujours été un truc qui me plaisait. J'ai toujours adoré enseigner et je continue toujours aujourd'hui de le faire. Donc en fait, si on résume, tu as quand même un parcours qui est plutôt classique, c'est-à-dire conservatoire, tu as suivi le cursus musical que beaucoup d'élèves aujourd'hui peuvent être amenés à faire, bien sûr pour ceux qui rentrent au conservatoire. Exactement, et notamment dans ceux qui sont pas trop pour l'apprentissage en ligne, j'ai le même profil qu'eux. D'accord. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment deux profils qui sont complètement différents, parce que moi, pareil, j'enseigne la musique depuis de nombreuses années. Mais moi, j'ai un parcours beaucoup plus, on va dire, populaire. Moi, j'ai commencé la musique, j'avais 14 ans. J'ai commencé à faire de la guitare à 14 ans. Et à l'époque, il y avait des cours, encore comme aujourd'hui, de solfège. Pas de formation musicale, mais de solfège. C'est juste le nom qui a changé. Et j'ai fait, en fait, ce cursus pendant 3 ans. Je suis rentré, j'ai sauté, en fait, mes plusieurs classes de solfège. Et oui, j'étais bon au solfège, apparemment.
Et donc, j'ai fait en 3 ans. Et donc, j'ai fait 3 ans de guitare classique dans une école associative de mon côté. Et après, j'ai complètement arrêté de prendre des cours et j'ai complètement évolué tout seul en autodidacte dans l'apprentissage de la guitare, l'apprentissage du piano et ensuite dans tout ce qui était post-production musicale, puisque après, j'ai développé mon école de musique en ligne sur l'enregistrement sonore, Active Studio, pour aider les musiciens à s'enregistrer, à devenir autonomes dans leur home studio. Et j'ai enseigné pendant plus de 10 ans dans une école municipale dans la région nantaise. Et j'ai du coup côtoyé ce qui était le système éducatif de la musique en France depuis ces 10 ans. Voilà. Et c'est vrai qu'on a, de par nos parcours, on a pu en parler quand même de nombreuses fois. Et puis on va beaucoup échanger là-dessus aujourd'hui. Il y a quand même une évolution du marché aujourd'hui de la musique et de l'enseignement musical qui amène à se reposer des questions sur la façon de faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je suis complètement d'accord. Pour moi, globalement, la vie évolue d'une certaine manière. À notre échelle, on n'y peut pas forcément grand-chose. Et du coup, soit on fait le choix d'aller dans le sens de l'évolution, soit on fait le choix d'aller contre l'évolution, mais pendant combien de temps ? Et là, en l'occurrence, le marché nous dit que la partie numérique, elle a de l'importance. On a le droit d'être fondamentalement pas d'accord, mais à un moment donné, ça va se retourner contre nous. Et à un moment, le marché le demande, et on doit donner au marché ce qu'il veut, et quitte à leur donner, autant faire les choses le mieux possible et utiliser les atouts. Parce que je reste intimement convaincu que peu importe la méthode qu'on utilise, elle a des avantages et elle a des inconvénients. Il suffit juste de bien les repérer et d'en profiter. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, clairement, est-il possible d'enseigner efficacement en ligne ? Est-ce que enseigner en ligne est faisable ? Est-ce qu'on a de l'efficacité ? Est-ce que nos élèves sont capables d'apprendre avec l'enseignement en ligne ? Voilà. Si je te pose une première question que moi, j'ai souvent chez les gens que j'accompagne, les profs de musique, beaucoup me disent que c'est impossible d'enseigner en ligne et que le présentiel est indispensable et qu'on ne peut pas remplacer le présentiel. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une réponse qui est très émotionnelle de leur part. C'est-à-dire que la musique, et on ne peut pas revenir dessus, on est d'accord avec ça, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez passionnant, on vit beaucoup d'émotions, et donc du coup, on se dit que pour que l'élève puisse profiter de ça, on doit pouvoir lui transférer directement avec lui. Mais l'objectif final, c'est pas que l'apprentissage se fasse en présentiel, c'est que lui puisse aussi avoir des émotions grâce à la musique. Et donc l'apprentissage, c'est un peu décorrélé de ça. On n'est pas obligé d'être avec lui pour qu'il trouve du plaisir dans son apprentissage et qu'il se fasse plaisir en fonction de ses objectifs dans l'apprentissage de la musique. Donc, apprendre en ligne, à mon sens, c'est complètement faisable. Bon, on le sait tous les deux, il faut juste utiliser les bonnes méthodes. Et c'est un terme que tu reprends souvent, donc tu peux rebondir dessus, c'est que le présentiel, ce n'est pas du distanciel à distance. Oui, du présentiel à distance. Du présentiel à distance. Le en ligne n'est pas du présentiel à distance. Ouais, c'est une phrase que je répète beaucoup parce que moi, on me reproche souvent de par effectivement les publications qu'on peut faire, les pubs que l'on peut faire sur les réseaux sociaux pour amener les gens sur nos conférences, que on est des charlots et qu'on est des personnes qui ne sont pas dignes de confiance parce qu'on préconise l'enseignement en ligne. Alors, il faut juste mettre les choses au clair. C'est pas qu'on trouve que le présentiel n'est pas efficace. Non, justement, loin de là, l'idée de vouloir mettre de côté le présentiel. Si le présentiel a marché depuis autant d'années, c'est mon avis en tout cas, c'est que c'est efficace, ça marche, ça fonctionne, on n'a pas à prouver que ça ne marche pas. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Par contre, on a du recul par rapport à ça, on sait ce qu'il en est. Le en ligne, le désavantage aujourd'hui, c'est qu'on a très peu de recul sur le en ligne et que très peu de personnes finalement le pratiquent. Je pense qu'on fait partie des pionniers de l'enseignement en ligne en France. Et ce recul-là, maintenant, après plus de 10 ans de pratique, on l'a, on sait ce qu'il en est. Et on a de vrais arguments sur le fait que le en ligne a vraiment une réelle efficacité et notamment aussi de sa complémentarité avec le présentiel. Parce que finalement, avec le présentiel, qu'est-ce qu'on touche comme méthode pédagogique ? On fait du frontal avec nos élèves, on fait de la démonstration et puis on fait aussi
de la mise en pratique. Voilà, c'est les 3 méthodes pédagogiques que l'on touche essentiellement. Alors ça marche, hein, ça fonctionne, c'est bien. Avec le en ligne, en fait, on va aller toucher d'autres méthodes. On va toucher de l'audiovisuel, on va toucher de la lecture, on va toucher aussi de la communauté. C'est vrai que actuellement, dans l'enseignement en présentiel de la musique, on n'a pas de notion de communauté. Finalement, les élèves viennent une semaine prendre un cours d'une demi-heure ou d'une heure à l'école, rentrent chez eux et reviennent ensuite la semaine d'après. La question que je pose souvent, moi, c'est toi, clairement, entre quand tu as appris la musique de manière traditionnelle, quand tu étais petite, du moins dans le cursus lambda, et quand tu vois l'enseignement aujourd'hui, est-ce que tu constates une évolution ? Une évolution au niveau de l'enseignement présentiel, est-ce que eux, ils ont évolué ? Ouais. Alors, pas... Je pense que ça dépend des endroits. Pour les conservatoires, je pense pas beaucoup. On est quand même sur un truc assez traditionnel, avec des méthodes assez traditionnelles. Dans certaines écoles de musique, on sent qu'ils veulent améliorer les choses, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et notamment, quand tu as parlé des différentes méthodes que ça touchait quand on faisait du en ligne ou du présentiel, moi j'ai un exemple que j'aime bien utiliser. Quand j'ai des élèves qui viennent en cours particulier en tant qu'enfants, c'est souvent que les parents ne sont pas musiciens. Du coup, je donne mon cours à l'enfant, je lui donne des astuces, je lui explique des choses que je dois d'ailleurs répéter plusieurs fois, et tu vas voir où je vais en venir, à d'autres élèves. Et dès qu'il se retrouve chez lui, il se retrouve en autonomie, et à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, on n'est pas autonome dans son apprentissage. Et même si les parents sont de bonne volonté, ils vont juste pouvoir le solliciter, lui dire « Tiens, il faudrait que tu travailles ton instrument, ton violon, ton piano, tout ça. » Mais ils ne peuvent pas fondamentalement l'aider. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on refuse un apprentissage numérique qui pourrait aider ce genre d'élèves ? Donc là, on serait plus sur une formule hybride de faire du présentiel et du numérique. Mais je pense que ça pourrait être très valorisant pour l'enfant. Parce que déjà, nous, ça nous permet... Ça, c'est d'ailleurs dans la pyramide, enseigner, c'est une des meilleures méthodes pour apprendre. Et en tant que prof, de devoir enseigner en ligne, ça veut dire qu'on doit structurer notre pensée, qu'on doit structurer notre méthodologie pour la diffuser et qu'elle soit comprise le mieux possible. Donc ça nous oblige à réfléchir à un maximum d'options, à prendre du recul, à prendre le temps de construire et donc du coup à penser peut-être à plus de choses qu'on pourrait dire à l'élève. En plus, comme on enregistre ça, on peut le diffuser à tous les élèves en même temps et ils peuvent le regarder autant de fois qu'ils veulent. Donc du coup, quand ils sont chez eux, ils peuvent réécouter les conseils et se les réapproprier. Parce qu'on sait très bien que quand on nous apprend quelque chose en direct, on n'en retient qu'une infime partie, 10-20%, je sais plus, tu avais les chiffres. Ouais, c'est ça, c'est une dizaine en frontal, c'est une dizaine de pourcents, voire 5-10%, quoi. C'est à 24 heures après, donc c'est vraiment très peu. Donc voilà, ça c'est bien, c'est déjà ça. Il y a au moins, c'est que le cerveau, il se dit, tiens, j'enregistre au moins ces informations, c'est celles-ci que j'ai pensé qui étaient les plus importantes pour moi. Mais le fait de pouvoir réécouter ces conseils et de les réentendre plusieurs fois et de pouvoir les appliquer, ça permet d'ouvrir un peu cet apprentissage et de le rendre efficace. Ouais, et puis ce que tu expliques, ça rejoint aussi une constatation aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants, j'ai beaucoup de collègues enseignants qui disent que les élèves aujourd'hui ont changé, sont plus les mêmes et que les élèves ne travaillent plus chez eux et qu'ils passent leur temps à répéter 100 fois les mêmes choses, qu'ils n'ont pas l'impression d'avancer pendant leur cours. Et j'ai eu des dizaines de fois, pour pas dire des centaines de fois, ces discussions-là avec certains collègues sur des collègues qui venaient en disant un peu découragés. C'est tout à fait normal, en disant les élèves, c'est compliqué aujourd'hui, ils ne travaillent pas chez eux. Là, l'élève qui vient de venir, il a bossé 5 minutes avant de venir et en fait, c'est comme s'il n'avait rien fait. Bah oui, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et moi, du coup, la question que je lui pose, c'est à mon collègue, je lui dis, mais du coup, tu lui donnes quoi pour qu'il travaille chez lui ? Et en fait, quand on creuse, c'est rien. Il lui donne juste des consignes, mais il lui donne rien, aucun support pour que l'élève travaille chez lui. Et quand moi, je lui parle du en ligne, on me dit, mais oui, mais faut que je sois présent pour le corriger. Mais du coup, quand il travaille chez lui, tout seul, t'es pas présent pour le corriger. Donc, c'est exactement pareil. Donc, en fait, tu mets en valeur un enseignement en présentiel d'une demi-heure par semaine parce que tu vas être là pour le corriger, alors que finalement, il peut même pas pratiquer chez lui sans que tu sois là pour l'aider. Et c'est là où l'entrée vers l'enseignement en ligne peut être intéressant. Et la deuxième chose aussi que je voulais relever par rapport à ce que tu as dit, tu as parlé des enfants, il y a l'univers de l'enseignement des enfants, il y a l'univers de l'enseignement des adultes.
Et je pense que c'est très important que dès aujourd'hui, dans le monde de l'enseignement musical, on commence à intégrer du digital chez les enfants pour les habituer à travailler avec ces nouveaux supports qui sont peu utilisés aujourd'hui dans la musique, pour leur donner des bonnes habitudes de travail et des habitudes logiques et efficaces pour leur vie d'adolescent et d'adulte dans l'apprentissage de la musique. Beaucoup me disent, mais on fait comment pour enseigner en ligne avec des enfants ? Moi, je pense que c'est la catégorie d'âge où il faudrait les deux. C'est à la fois du en ligne et du présentiel. Je pense que c'est la catégorie d'âge où il faut vraiment les deux et c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'ai l'exemple parfait. Mon fils fait du piano. Je l'avais pas dit, mais je fais du piano aussi. Bon, peu importe, on va pas repasser dessus. Mais mon fils, il a entre guillemets un gros avantage. C'est qu'il se retrouve à avoir des cours en école de musique en présentiel. Elle lui donne des consignes et tout. Mais à la maison, il y a un papa qui peut être là tout le temps et qui peut le corriger. D'accord ? Donc on se dit, c'est le profil idéal. Est-ce que le numérique est vraiment indispensable pour ce genre de profil ? Eh bien oui, parce que moi j'y trouve un autre avantage, c'est ce qu'on appelle la pédagogie croisée. C'est qu'aujourd'hui, il bénéficie de la pédagogie de sa prof, il bénéficie de moi, de ma pédagogie. Alors, je fais en sorte qu'elle reste maître de la structure et donc moi je m'adapte. L'idée, c'est pas de le perdre. Et derrière, il s'est amusé à utiliser l'appli Simply Piano qui peut faire couler beaucoup d'encre. Mais ça l'a beaucoup aidé, ça lui permet d'être focus et de travailler longtemps et il a bien aimé. Il s'est amusé à regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre telle chanson. Et en fait, le fait de croiser toutes ces informations, entre moi qui l'aide, sa prof et les informations qu'il trouve en ligne, en fait, il arrive à faire lui-même à créer sa propre histoire, à se créer sa propre expérience pour apprendre le piano. Donc, même dans des cas d'élèves où ils ont entre guillemets tout ce qu'il faut, ils ont l'avantage tout pour eux, ils ont accès à une école de musique, parce qu'on n'en a pas encore parlé de ça, mais il peut y accéder facilement, il a quelqu'un à la maison pour l'aider. Même dans ce cas-là, le numérique sert. Même moi, à titre perso, si j'ai envie d'apprendre quelque chose d'un peu spécifique, je suis pas hyper bon en improvisation et tout ça, naturellement, je vais me dire, je vais aller me commander un truc sur Internet, j'ai quand même de bonnes bases, machin, je vais prendre un truc qui me permet d'avoir une structure, un cadre de travail. Peut-être que je compléterai avec un prof en présentiel. Mais tu vois, en fait, c'est ce côté hybride de pouvoir toucher à tous les types de pédagogie qui permet de progresser, je trouve. Ouais, et puis ce que cherche ton fils aussi en utilisant une application comme Simply Piano, c'est de la motivation et donc ce qu'on appelle, nous, en tant que spécialistes, de la gamification. Parce que ça le motive à atteindre des niveaux. On est une génération jeux vidéo. De toute façon, les jeux vidéo sont nés avec nous, notre génération, de manière démocratique. Il y en avait avant, mais ça s'est démocratisé à notre génération. Nos enfants aujourd'hui sont très confrontés à ça et ils ont de toute façon besoin de ce principe de gamification pour rentrer dans la motivation. Ils sont tellement sollicités par rapport aux générations d'avant que ça semble tout à fait logique et en tant que prof, on doit s'adapter à ça et leur permettre. Et Simply Piano, oui, ça permet pas de corriger une position, mais en tout cas, ça permet de donner une motivation. Et c'est marrant que tu parles de ça, parce que je trouve que c'est le travail le plus délicat, mais en même temps qui demande le plus de patience, notamment avec les enfants. C'est qu'en piano, en n'importe quel instrument de musique, pour l'apprendre, il faut beaucoup de patience, beaucoup de discipline, et il faut réussir à le faire dans le temps, d'accord ? Et pour les motiver, on ne peut pas les prendre avec des manières à l'ancienne, des manières frontales, en mode tu bosses et tu n'as pas le choix, parce qu'en fait, on risque juste de les décourager. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être laxiste pour autant. Et il faut trouver la bonne combinaison pour aller susciter, éveiller leur curiosité et les inciter à être motivés. Et le en ligne, pour ça, il est parfait. Comme tu l'as dit, la gamification, les choses comme ça, pendant un instant, ils se retrouvent hyper concentrés. Et même si c'est pas parfait sur certaines choses, il a le temps de corriger, en fait. On se met martel en tête sur la perfection d'une position. Mais je vais reprendre moi, mon parcours au conservatoire. Il y a des choses... en fait, les basiques, on s'aperçoit qu'on les maîtrise correctement, mais plus on avance, et plus on peut encore les peaufiner. Et mon travail au niveau de la tenue de l'archet, par exemple, au violon, je sais que j'ai continué de le travailler et de le corriger après 15 ans, 20 ans de pratique, parce qu'il y a un truc qui allait pas, que j'avais mal ancré. Mais c'était pas trop tard. Ok, c'est toujours plus dans un monde parfait. Si tu apprends tout de suite bien, tu gagnes du temps, potentiellement, mais sauf que c'est pas possible. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des intelligences artificielles.
Donc, on est obligé d'être humain et donc de profiter de nos erreurs pour apprendre à les corriger. Et donc, ça se fait au fur et à mesure. Exactement. Alors, très large débat, hein, parce que voilà, on a commencé déjà à discuter de pas mal de choses en très peu de temps. Alors, juste, du coup, pour le principe de ce podcast, on s'est préparé des petites questions, hein. Ça va être le principe de ce podcast Zik School, où on va choisir des thématiques et pouvoir discuter autour et se préparer des petites questions très épineuses sur pas mal de choses qu'on peut entendre ou nous proposer. Juste, j'aimerais aussi qu'on précise que dans notre parcours, on a aussi une expérience dans la pédagogie. Moi, j'ai été enseignant à l'éducation nationale, hein, pendant de nombreuses années. Enseigner à des enfants, enseigner à des adultes, c'est pratiquement mon cursus de vie. J'ai fait que ça tout le long de ma carrière. L'enseignement de la musique est arrivé à un moment où j'ai quitté l'éducation nationale, où j'ai enseigné la MAO et où j'ai développé en même temps mon école de musique en ligne. Et par rapport à cette pédagogie du présentiel et du en ligne, on a aussi cette expérience parce qu'on est dans le digital, on est dans le e-learning depuis 2012. Oui, pareil. Ouais, on a 12 ans d'expérience là-dedans. Toi d'ailleurs, comment du coup tu utilises ton parcours et ton expérience aujourd'hui dans les enseignements que tu fais en présentiel, parce que tu continues à enseigner en présentiel, tu peux nous dire un peu? Continue, ouais. Alors, je continue. J'avoue, je le fais principalement pour le plaisir, pour garder le contact avec ce monde-là, parce que j'aime bien voir les gens s'épanouir. Parce que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui sont faits pour aller au conservatoire parce que c'est une vocation. Il y en a plutôt sur l'école de musique. D'autres, c'est plus pour les cours particuliers parce qu'ils ont d'autres ambitions, ils ont besoin de plus de flexibilité. C'est juste pour leur plaisir personnel. Et donc, du coup, je garde contact avec ça. Et moi, ce que je vais utiliser, c'est que je vais, par exemple, pour un enfant, je vais le filmer. Je vais envoyer la vidéo à ses parents. Comme ça, les parents peuvent analyser ses progrès. Lui, il peut se réécouter. Je vais leur conseiller, par exemple, des petites vidéos YouTube sur lesquelles ils peuvent aller voir pour corriger la position et tout. Des vidéos que j'avais pu faire ou non. Et j'aime bien combiner ça, en fait... J'aime bien ouvrir au numérique et profiter un petit peu de la chance que ça leur donne. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est l'illustration que même si tu continues à faire du présentiel et si tu fais du en ligne, tu t'empêches pas de faire du présentiel. Et je voudrais juste éclairer sur une chose, c'est que quand on parle de en ligne ou en présentiel, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas soit je fais du présentiel, soit je fais du en ligne, et que clairement, on peut lier les deux. Et ça, c'est important de le préciser. Ah oui, je suis d'accord. Les deux vont de pair, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la pédagogie croisée. C'est tu profites de l'avantage de l'un et tu profites de l'avantage de l'autre. Et la combinaison des deux fait que tu peux gagner en progression. Et après, c'est que ça va dépendre du profil à qui on s'adresse. Il y a un moment donné, celui qui veut juste apprendre à faire 3 accords pour chanter entre amis et en famille, bah, il est peut-être pas obligé d'aller prendre des cours même en particulier. Peut-être que juste quelques vidéos YouTube, un petit truc qui lui apprend à gratter les accords, sa position sera pas parfaite. J'ai envie de te dire, et alors? Parce que si tu regardes chez des grands pianistes genre Horowitz, tu regardes sa position, sa façon dont il a de jouer sur les mains, elle est pas du tout académique. Et il y a plein d'instrumentistes comme ça à haut niveau qui ont fait un cursus normal, en présentiel, parce qu'à l'époque, le en ligne n'existait pas, qui ont des positions désastreuses, et pour autant, ça reste des artistes. Donc il y a un moment donné, arrêtons de vouloir que tout soit parfait et de dire que le présentiel est parfait, que tout le monde est parfait. Ouvrons-nous à tout l'avantage qu'on peut avoir avec le en ligne. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je fais le parallèle avec le milieu du sport. Il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui jouent à très haut niveau dans n'importe quel sport, qui ont des techniques absolument des fois dégueulasses, on va le dire. Mais c'est efficace, ça marche. En tout cas, ça leur a pas empêché d'arriver à ce niveau-là. Et je pense que dans le milieu de la musique, c'est pareil. En tout cas, je pense effectivement, on touche une problématique importante, c'est que on est dans un domaine de l'excellence. La musique, en France, c'est beaucoup autour de ça, beaucoup l'excellence. Moi, j'ai beaucoup entendu de discours de profs autour de cette fameuse excellence du musicien, l'élitisme. Ça s'entend, c'est une façon de voir les choses, mais mon avis, est-ce qu'on est capable de faire de la musique pour tous?
ou est-ce que clairement on est dans la volonté de former que des élites? Là, et les deux peuvent être compatibles, mais pas ensemble, pas être compatibles à vivre de manière séparée, mais pas ensemble, ça ne va pas fonctionner. Et je pense qu'il y a un réel choix pédagogique, parce que c'est notre rôle en tant que prof, de faire un choix pédagogique, de savoir à quelle cible on s'adresse justement. Est-ce que clairement, la question aujourd'hui que doivent se poser les écoles de musique, et notamment les conservatoires, ne doit pas essayer un peu d'évoluer dans ce sens-là pour juste prendre une direction qui va être un peu plus populaire aujourd'hui pour qu'on garde cette essence de l'apprentissage de la musique. Voilà. Aussi, clairement, puis en plus, ils ont la structure, enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça puisse être mis en place. On pourrait, en méthode, en version simplifiée, on pourrait très bien imaginer qu'ils aient un portail qui soit accessible. Ils ont déjà tous des sites internet, les écoles de musique, les sites vitrines, conservatoires, les sites vitrines. Ils ont de belles cartes de visite. Ils ont des belles cartes de visite, certaines plus développées que d'autres. Et on pourrait tout à fait imaginer un espace, un portail auquel les élèves peuvent se connecter pour déjà, ne serait-ce que récupérer leurs devoirs, parce que, je prends l'exemple de mon fils, mais des fois, c'est écrit je comprends pas, ou il a oublié la feuille, elle est déchirée, machin. Juste de pouvoir aller récupérer tes devoirs, potentiellement d'aller peut-être récupérer une vidéo que le prof il a fait sur tel sujet, qui va pouvoir compléter, ou d'emmener vers des vidéos de démonstration. Tu vois, je sais pas moi, en formation musicale, j'allais dire solfège, pardon. Ils ont étudié je sais pas quel morceau, tiens, d'aller leur donner 3 versions YouTube du morceau. Enfin, tu vois, d'utiliser un peu cette puissance, c'est hyper facile à mettre en place. Et ça ne peut que servir les élèves parce que ça vient compléter. Alors, je vais lancer dans les questions un peu croustillantes. Certains disent que l'apprentissage en ligne, c'est comme essayer d'apprendre à nager sans piscine. Toi, de ton côté, du coup, comment tu expliques à des élèves qu'il y a des élèves en fait qui réussissent en ligne? Alors, j'aime bien ta question et je sais pourquoi je rigole, parce que en fait, la piscine, j'ai déjà vu en plus l'argument dans des commentaires sous des pubs Facebook. Et il faut savoir que il y a quelques années, je me suis fait un gros triathlon et la nage n'était pas du tout mon point fort. Pour tout te dire, je faisais 50 mètres, donc l'aller-retour, dans une piscine de 25, et je commençais à essouffler. Et donc, j'étais obligé de prendre une pause avant de continuer. Et j'ai continué comme ça jusqu'à faire un 100, 150 mètres, 200 mètres. Mais c'était quand même toujours dur. Et à l'époque, parce que j'ai un parcours d'entrepreneur depuis 10 ans, j'ai accompagné des profs de natation qui avaient un apprentissage de la natation en ligne. Et j'ai suivi leur programme à la lettre, sans avoir aucun conseil extérieur, rien du tout, pendant 3 mois, et j'ai gagné de fou. J'étais capable de nager 4 km à des allures bien plus rapides que n'importe qui, et même parfois mieux que ce qui pourrait se passer avec certains maîtres nageurs. Parce que le maître nageur, tu peux pas savoir à l'avance s'il est bon ou s'il est pas bon. Tu me diras, c'est pareil pour le en ligne. Oui. Mais du coup, tu peux te retrouver avec un maître nageur qui ne sait pas te corriger. Parce qu'il peut être bon, lui, en nage, mais il peut pas savoir te corriger. Donc déjà, pour répondre à ta question, l'argument, il est bien tenté, mais il fonctionne pas vraiment parce que oui, même en natation, quand c'est bien fichu, on peut. D'ailleurs, petite anecdote, lui, il s'appuyait, enfin ils étaient deux, c'était un couple, énormément sur la visualisation. Par exemple, au lieu de te dire tu mets ta main ici, machin, tu fais ça, qui est compliqué à se projeter quand on n'a pas forcément une bonne vision de son corps dans l'espace, il donnait des images qui étaient juste très fonctionnelles. Genre, il disait, t'essayes d'attraper un tonneau de vin, et tu le ramènes, tu le fais rouler derrière toi. Et en fait, juste ça, ton cerveau, il active tout un tas de mécanismes de manière automatique pour aller faire le mouvement et le faire correctement. Et en fait, tout ce genre de petites choses te permet de réussir. Du coup, en musique, c'est la même chose en fait. En musique, tu peux donner les bonnes directives et aider les gens à se débrouiller tout seuls et par eux-mêmes, de la même manière que pour la natation. Oui, puis tu as quand même nagé dans une piscine. Tu avais une piscine. Et comme les élèves ont quand même leur instrument avec eux. Exactement. Ils veulent apprendre à jouer un instrument, c'est soit qu'ils l'ont déjà, soit qu'ils ont décidé d'en acheter un, mais qu'effectivement, ça ne peut pas se cantonner à de la théorie et qu'il y a bien une mise en pratique quand même à travers ça. Et il y a un moment, c'est peut-être aussi alors je balance un truc là, mais c'est peut-être une remise en question de la part du professeur.
s'il n'est pas capable de faire passer correctement l'information et que l'élève n'est pas capable de le reproduire, ok, l'élève peut avoir une part de responsabilité, mais si toi, ton seul moyen, c'est d'aller montrer comment faire, ben peut-être que c'est à toi de te remettre en question sur la manière que tu as de l'enseigner. D'ailleurs, ça me fait rire parce que c'est un peu le fonctionnement d'un enfant. Mes enfants, tu vois, des fois, ils veulent m'expliquer un truc et du coup, ils veulent me montrer. Je fais non, essaye de me l'expliquer pour que je le comprenne. Et naturellement, on a envie de montrer. Alors, je dis pas que c'est pas bien de montrer, c'est une bonne solution. Mais c'est aussi un bon point d'analyse, une bonne prise de recul à avoir en se disant mais comment est-ce que je peux faire pour améliorer ? En fait, ça ne peut que faire améliorer notre propre pédagogie. D'être capable de transférer des choses de manière autre, tu vois, d'être face à cette difficulté de se dire mince, mais comment je lui fais comprendre ça ? Je sais pas, moi, sur la guitare, j'arrive pas à expliquer les barrés, je suis obligé de lui montrer, de lui appuyer sur le doigt. Comment est-ce que je peux faire pour qu'il le sente ? Quel repère je peux lui donner ? Tu vois, comme tout à l'heure, le tonneau, ça paraît simple maintenant que j'ai expliqué l'image, mais je suis sûr qu'il y a des centaines, des milliers de maîtres nageurs qui n'ont pas du tout l'image. Donc, du coup, il suffit juste des fois de se remettre en question et de faire améliorer sa pédagogie. Cette notion de pédagogie est très intéressante parce que il y a de toute façon majoritairement dans l'enseignement musical 2 types de pédagogie qui sont utilisés, la correction, la démonstration. Alors je dis pas que tous les profs font la même chose, il y a beaucoup de profs qui innovent, qui essayent de mettre en place des choses de plus en plus et c'est une très bonne chose, mais clairement moi je me souviens quand j'ai appris la musique c'est démonstration et tu joues et on te corrige. C'est ça allait pas forcément beaucoup plus loin que ça. Et dans l'apprentissage, il y a beaucoup d'études sur la psychomotricité, sur l'éducation, sur la pédagogie qui ont été faites depuis une trentaine d'années maintenant, qui sont à disposition aujourd'hui et on a l'impression qu'en fait elles ne sont pas du tout dans beaucoup d'enseignements, hein, pas que dans la musique, pris en compte. Et moi qui ai beaucoup, qui suis beaucoup intervenu dans le milieu associatif sportif, je voyais beaucoup de personnes essayer de montrer à des enfants comment fallait faire. Et comme tu dis, l'enfant ne comprenait pas. C'est pas forcément toujours par la démonstration que l'enfant comprend. Par contre, c'était beaucoup plus simple de donner des images à l'enfant pour qu'il comprenne. Et à partir du moment où on lui expliquait des choses avec des images de choses qu'il connaît, qu'il accroche, je prends un exemple, mais tout simplement, quand moi j'ai pas mal intervenu dans le monde du rugby, comment on fait pour passer les adversaires ? Les adversaires, c'est comme si c'était une muraille de château. Comment on fait pour passer la muraille de château ? On passe par-dessus. Ok, là tout de suite, on ouvre au jeu au pied, à tout ce que ça peut amener. Alors que si on ne le connecte pas à cette image-là, on ne lui emmène pas dans sa réflexion d'évolution. Et dans l'enseignement musical, c'est pareil. Moi, quand j'ai enseigné la MAO, j'enseignais à des ados et j'enseignais à des adultes. Et une des clés, c'était de leur donner des images par rapport à leurs intentions. J'aimerais atteindre ça. Je ne connais pas les étapes pour y arriver. Je ne sais pas, mais nous, on les connaît. Nous, on est les spécialistes. On connaît leurs besoins. Mais par contre, on a plus de mal à comprendre ce dont ils ont envie. Et quand on s'ouvre à ce dont ils ont envie et qu'on comprend du coup l'objectif final, parce que c'est ça dont ils ont envie, on est du coup capable en tant qu'enseignant un peu plus de visualiser quelles sont les étapes qu'on va devoir lui faire passer pour qu'il atteigne cet objectif-là. Et chaque étape est une image. Chaque étape doit être une projection, une représentation que l'élève doit se faire pour atteindre cette première étape-là. Et c'est le chemin pour lui permettre d'atteindre l'étape finale. Et ça, c'est des pratiques que j'ai très peu vues finalement, parce que finalement, dans la musique aujourd'hui, alors encore une fois, je ne mets pas tous les enseignants dans le même panier, mais c'est sa pratique, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la démonstration, de la pratique, de la démonstration, et ça ne va pas au-delà. L'enregistrement est très peu utilisé. Oui. C'est-à-dire que un élève qui se trompe, on va lui dire « Mais non, regarde, c'est là que tu te trompes. » Mais il est en train de jouer, il ne peut pas avoir le cerveau connecté à jouer et en même temps comprendre où il fait ses erreurs. Alors que si on l'enregistre en même temps, ça a un pouvoir pédagogique qui est énorme. Moi, j'avais développé un studio pédagogique dans l'école où je travaillais. J'avais beaucoup sollicité les enseignants à utiliser ce studio-là pour
pédagogiquement aider leurs élèves, ça s'est pas fait parce que c'était pas dans leurs habitudes. C'est dur de changer les habitudes. Et c'est une des problématiques d'ailleurs actuelles dans l'enseignement de la musique. Les habitudes sont compliquées à changer alors que c'est nécessaire de les changer. Alors qu'ils avaient à disposition des outils pédagogiques qui étaient super et qui permettaient de donner du sens et d'éviter aussi, en tant qu'enseignant, de se fatiguer. D'ailleurs, je rebondis dessus, parce que pour défendre un petit peu les profs, ils se retrouvent, on disait tout à l'heure, face à des élèves qui des fois n'ont pas travaillé. Et du coup, c'est plus de l'enseignement qu'ils font, c'est du soutien scolaire. Tu vois, je suis là pour te faire tes devoirs, en fait. Donc, je suis là pour te faire répéter. Et ça donne pas vraiment de sens à ce que propose le professeur. Et plutôt que de se mettre en mode ah bah oui, mais c'est que c'est l'élève, c'est la faute de l'élève, c'est lui qui travaille pas. Le fait de se remettre en question et de se dire bah oui, mais pourquoi il est pas motivé, qu'est-ce qui fait qu'il travaille pas, qu'est-ce que je peux faire pour, et qu'est-ce que je peux faire pour finalement moi aussi m'épanouir et redonner de la valeur à mon cours quand je suis là en présentiel. Qu'est-ce que je peux faire? L'apprentissage numérique peut aider. Exactement. Du coup, le principe aussi de l'enseignement aujourd'hui de la musique, on l'a vu, il n'a pas spécialement évolué. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a tous les deux. Moi, j'accompagne beaucoup de professeurs de musique en ligne à créer leur école de musique en ligne et à lier leur apprentissage et ce qu'ils font actuellement avec la numérisation. Et c'est un retour aussi que j'ai, un témoignage que j'ai de pas mal de professeurs. Et j'ai pu poser une fois la question lors d'une conférence à un panel d'enseignants qui enseignent à la fois dans leur école privée et à la fois aussi dans des écoles municipales ou des conservatoires, s'ils considéraient réellement que l'enseignement de la musique avait évolué depuis que eux, ils avaient appris la musique depuis qu'ils étaient petits. C'était pratiquement unanime, tout le monde a dit non, ça n'a pas évolué. C'est assez paradoxal quand même, c'est fou. Ouais, c'est vrai que ça paraît contre-intuitif, mais forcément, il y a un moment donné, ils vont devoir s'y mettre. Ouais. On en parlera peut-être à l'occasion, mais ça engendre d'autres problématiques et qui, contrairement à ce que certains profs pensent, n'est pas dû à... Enfin, c'est pas parce qu'il y a le numérique que derrière, il y a des problématiques dans l'enseignement traditionnel. C'est parce que l'enseignement traditionnel ne se met pas à jour. Et j'ai une question d'ailleurs pour toi. Alors du coup, je me fais l'avocat du diable volontairement. Okay. Ne trouves-tu pas que dans l'apprentissage en ligne, transforme l'art vivant de la musique en simple contenu YouTube? En gros, comment est-ce que tu défends l'art contre cette YouTubisation? Moi, je trouve que dans cette phrase-là, il y a un mélange, en fait, de deux choses. C'est l'art, c'est une chose. L'art, c'est de l'élitisme, moi, mais l'art demande de la pratique. Moi, quand j'habitais en Vendée, à côté de la maison d'Henri Simon, un peintre connu qui était décédé, mais sa femme était là. Et on discutait souvent avec sa femme. Et sa femme nous expliquait que pour que son mari fasse de l'art, il peignait tous les jours. Tous les jours, il peignait des tableaux. On ne connaît pas tous les tableaux qu'Henri Simon a pu peindre, mais certains sont devenus des œuvres d'art et d'autres non. Donc il y a une notion de pratique, de moment de grâce, d'élitisme dans l'art, ok, qui est bien, qui doit être là. Et il y a aussi, de l'autre côté, dans ce que tu exprimes, une autre facette qui est comment on donne accès au goût de cet art-là, quelle est l'éducation que l'on donne à l'art. Et l'éducation à l'art, elle peut être différente, elle peut être juste en tant qu'amateur, qui aime l'art, qui aime l'écouter, qui aime le voir, comme quelqu'un qui veut pratiquer l'art, qui veut progresser pour exprimer quelque chose qu'il a exprimé. Ça peut être de la thérapie, ça peut être tout simplement un loisir créatif, un loisir de bien-être aussi, ou d'expression, tout simplement. Et quand aujourd'hui on parle de vidéo YouTube, qui est un média finalement, on pourrait se poser la même question que la télé. Est-ce que la télé n'a pas tué l'art dans ce cas-là? Puisque avant, vous savez quoi, les hommes préhistoriques qui regardaient la fresque? Allez les enfants, on éteint la fresque et on va se coucher. Non, c'est tout simplement, je pense, une notion de vision et de clairement
que l'on veut en faire et de pratique. Ça devient vraiment de l'art quand on touche émotionnellement des gens, une part de la population, parce que tout le monde ne peut pas être touché par un tableau. Hein. Si on prend un tableau de Monet, tout le monde a la convention de se dire c'est Monet, donc c'est bien. Ouais. Et si concrètement, on se pose la question et qu'on le regarde, si on ne savait pas que c'était Monet, s'il n'y avait pas cette éducation que c'est Monet et que c'est un style particulier, est-ce qu'en le regardant, on se dirait c'est beau? Non, peut-être pas. Et même sans doute qu'il y en a plein qui disent que c'est pas beau et qu'on est biaisé. Donc, YouTube, je pense, est là, a permis de démocratiser beaucoup de choses, a permis de démocratiser que l'apprentissage de la musique était aussi faisable, qu'il n'y avait pas de problème, et qu'il ne faut pas mélanger le fait qu'il y ait plein de tutos de musique en ligne enlève le côté artistique de la musique, puisque l'art, c'est pour tout le monde. Et il y en a pour tout le monde. Je te rejoins, parce que ça me faisait penser, j'essayais de me remettre à mon époque. Donc moi, j'habitais en pleine campagne, d'accord, avec mes parents. La ville la plus proche était à 7 km, et c'était une ville de 4000 habitants. Je faisais les allers-retours, enfin mes parents faisaient les allers-retours pour moi 3 fois par semaine pour m'emmener au conservatoire qui était à 45 km, ok. À l'époque, si j'ai eu le droit d'accéder à la musique, c'est parce que ma mère était musicienne. C'est juste ça qui m'y a permis. Et que mes parents ont eu les moyens et l'envie de me mettre à la musique. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. C'était impossible. Le seul moyen qu'on avait à l'époque, c'était de se dire est-ce que dans la boulangerie, il n'y en a pas un qui donne des cours, ou est-ce qu'il n'y a pas Bernadette là, qui donne des cours et d'accordéon, et de violon, et de tous les instruments, parce que c'est la seule qui est dans la campagne qui te donne des cours. C'était le seul moyen d'accès. Pour peu que sa pédagogie, elle n'était pas folle, hein, parce que Bernadette n'était pas une très bonne pédagogue. Oui, je sais. Comment ça? L'image se base en partie sur des faits réels. Peut-être que le nom a été changé, peut-être pas. Aujourd'hui, le YouTube, pour ne pas le citer, donne accès finalement à des gens à l'art, ou en tout cas les invite à pouvoir pratiquer l'art de la musique. Et je trouve ça merveilleux, de deux manières d'ailleurs. En écoutant facilement des gens qui en font depuis, qui ont fait des concerts, des concertistes et tout, et c'est génial, et en ayant accès à du contenu pédagogique. Parce que le prof qui va dire que que ça vient mettre en péril cet art-là, ce même prof, est-ce qu'il est capable de me dire qu'il ne va jamais sur YouTube pour écouter des artistes qu'il aime jouer des morceaux qu'il aime? J'ai un doute. Parce que mine de rien, c'est le numérique qui lui apporte cette accessibilité-là. Donc on ne peut pas, on peut pas être contre le numérique. Et je suis d'accord avec toi, on doit faire la distinction. YouTube est une sorte de portail, une porte d'entrée. Et l'art, après, il se pratique de différentes manières. D'ailleurs, on pourrait débattre très longtemps sur l'art. N'y a-t-il pas moyen de proposer de l'art via YouTube aussi, tu vois? Enfin, on peut aller loin dans le débat. Puis YouTube, ça reste un support. Hein. YouTube, c'est pas l'enseignement en ligne. Il faut remettre les choses à leur place. YouTube, c'est un support, c'est un média, c'est un élément dans lequel on peut voir du contenu, mais aucunement, l'enseignement en ligne se résume à YouTube. Ça, c'est pareil, c'est une image que les enseignants ont beaucoup en disant oui, mais c'est juste des tutos. Et beaucoup disent aussi que, en fait, pour ceux qui s'ouvrent à ça, ça amène un autre doute derrière, mais ce sera un autre débat. Mais ça peut être bien de faire un cliffhanger pour une prochaine fois. C'est certains se disent ouais, mais moi je vais enseigner en ligne, mais il y a déjà tout en ligne. C'est paradoxal hein, entre des gens qui disent ouais, mais c'est pas efficace, puis à côté de ça, ouais, mais il y a déjà tout en ligne. On passe du coq à l'âne, quoi. D'un seul coup, il y a un paradoxe absolument total. Je trouve que souvent le débat est purement émotionnel. Ouais. En fait, les profs qui voient ça ont tout un tas de peurs qui se réveillent en eux, répondent de manière émotionnelle. Et je l'ai vu moi dans les commentaires, je me suis amusé à répondre à quelques commentaires. Et dès que tu commences à argumenter et montrer que tu as un profil sérieux qui est capable de débattre, boum, il n'y a plus d'arguments. Les arguments tombent et ça devient oui, ouais, d'accord, enfin, tu as envie d'avoir. Enfin, tu vois, on est vraiment dans des trucs très. Oui, c'est très émotionnel. Mais ça se comprend, les enseignants aussi, dans ce cadre-là, ont peur de perdre leur activité. Et tout ce qui est inconnu fait peur. Et je pense que clairement, et c'est un peu le but aussi de ces podcasts qu'on fait, c'est l'idée aussi de vulgariser un petit peu ces notions d'enseignement en ligne de la musique, de montrer que c'est faisable, que ça peut se faire de manière très professionnelle.
et que actuellement toutes les pratiques qu'ils ont pu avoir ne sont pas les bonnes et qu'ils ont eu de mauvaises expériences dans l'enseignement en ligne. Et d'ailleurs, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Il y a un mythe qui dit qu'on ne peut pas corriger efficacement un élève ni suivre sa progression à distance. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense ça? Je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, il faut remettre en question sa façon d'enseigner pour pouvoir l'adapter et pouvoir aider la personne en ligne. Donc, ça va passer par tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur de la visualisation. Ça va passer par nous, de l'auto-analyse de pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux lui dire pour. Ça va passer aussi du côté de l'élève par peut-être se réapproprier, réécouter le contenu plusieurs fois, mettre en pratique, peut-être nous montrer ce qu'il a fait pour que nous, on puisse avoir un œil et se dire « Ah oui, il y a ça qui a changé depuis la dernière fois, tu pourrais corriger ça ou ça. » Moi, je regarde mes mains, c'est un réflexe en tant que... Et donc, je pense que c'est juste une sorte de... C'est juste une amélioration de sa pédagogie. Parce que j'ai beaucoup échangé avec des gens... pareil, ça fera l'objet d'un autre débat sur les diplômes et autres, mais des gens qui avaient un cursus musicien accompli, plus pédagogie avec un DE, etc. Je ne remets pas en question les systèmes pédagogiques qui sont enseignés en DE. Ils sont certainement très bons, ils ont été réfléchis avant. Mais est-ce qu'ils sont à jour sur le fait qu'il y a d'autres méthodologies? C'est pas parce que cette méthodologie a fonctionné qu'on n'est pas censé la compléter. Et puis, deuxième question, c'est pas parce que tu as appris à être pédagogue que tu l'es. Tu vois. Donc, je pense que c'est juste une amélioration de sa pédagogie, une évolution de sa pédagogie. Pas forcément amélioration, évolution. On était sur un axe avec le présentiel, avec le en ligne, on doit s'adapter avec faire face à l'inconnu. Et ben du coup, il faut trouver des solutions pour que ça fonctionne bien. Ouais, mais pour compléter ce que tu dis, l'argument de on ne peut pas corriger l'élève à distance, il est uniquement basé sur une expérience unique qui est celle de faire du présentiel à distance. C'est-à-dire qu'on a eu tous l'expérience de l'enseignement en ligne qui nous est arrivé dessus directement au moment du confinement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les enseignants se sont dit « Ok, bah, les cours que je fais d'habitude en face à face dans une salle avec mon élève, eh ben, je vais le faire, mais à travers mon ordinateur. » Et tout le monde a enseigné de cette façon-là. C'est que tout le monde a fait des visioconférences pour enseigner. Et avec zéro matériel, zéro réglage, zéro apprentissage. C'est comme s'ils se lançaient à enseigner la guitare et qu'ils ne savaient pas jouer de la guitare. Ils se sont lancés à enseigner en ligne avec des visioconférences. Ils ne savaient pas maîtriser les outils. On leur a donné aucun moyen d'apprendre et de maîtriser les outils en ligne. Alors que clairement aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent d'échanger musicalement de manière très aisée, très facile. Il n'y a pas forcément besoin de gros matériel pour le faire. Et donc forcément, enseigner 12 heures comme on pourrait faire en présentiel à travers un écran, c'est inhumain, ça ne marche pas. Et donc l'argument qui est on ne peut pas corriger ses élèves en ligne, oui, c'est le cas quand on le fait mal et quand on n'a pas appris à bien utiliser les outils. Mais en l'occurrence, il y a plein d'enseignants aujourd'hui qui le font et ça marche avec une plus grosse efficacité. Et j'ai même eu des retours d'enseignants qui m'ont dit c'est marrant parce qu'une fois que ça marche bien, les élèves sont bien plus attentifs. C'est là où tu vois l'effet émotionnel, c'est que ils ont eu, par obligation, dû s'adapter avec des outils qu'ils ne connaissaient pas. L'expérience a été mauvaise. Verdict, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Donc du coup, le en ligne, c'était ça, c'était nul. Mais en fait, c'est complètement mettre de côté. C'est comme arriver derrière un nouvel instrument. La personne n'a pas trop su nous les expliquer. Ah bah j'y arrive pas, l'instrument c'est trop compliqué, c'est de la merde. Peut-être qu'il serait bon de prendre le temps de comprendre ce qu'est la pédagogie. Parce que ça m'est arrivé encore de discuter avec des gens autour de la pédagogie et tout. Et des gens qui me disaient, bah ouais, moi ça fait 30 ans, 40 ans que j'enseigne, je sais ce que c'est que l'enseignement, etc. Et je leur disais, oui, certainement que vous êtes très bon en pédagogie en présentiel, ok. J'ai ma petite expérience aussi, donc on peut discuter là-dessus. Mais en apprentissage en ligne, alors je ne l'avais pas formulé comme ça, t'y connais rien. C'est pas parce que t'as fait, et c'est là où tu vois encore le côté émotionnel, c'est pas parce que t'as fait 20 ans d'études, que tu enseignes depuis 30 ans, que t'es musicien donc depuis 50 ou je sais pas quoi, que derrière, tu es forcément bon dans l'apprentissage en ligne et que si tu ne l'es pas, c'est la faute du en ligne. Non, t'es mauvais parce que dans ce cadre-là, tu ne connais pas. Mais tout comme ton élève ne connaît pas son instrument. Mais une fois que tu te dis, ah bah tiens, c'est intéressant et je peux y travailler, je peux travailler sur cet aspect-là,
bah, bizarrement, tu deviendras bon aussi parce que tu vas pouvoir adapter ta pédagogie qui est déjà bien structurée, mais l'adapter à un autre contexte qui est celui du en ligne. Après, je pense qu'on peut aussi considérer que les enseignants ont été complètement délaissés à ce moment-là, quand on leur a infligé l'obligation d'enseigner à distance et qu'ils ne pouvaient plus enseigner en présentiel. Oui. Ils ont été complètement délaissés et vous vous débrouillez. Et ça a été une vraie problématique. Il faut avoir conscience de ça. Moi, je l'ai vu dans le domaine du sport. Avec mon ex-femme, on lui a dit, bah, tiens, fais des vidéos, fais des lives, machin, enfin, fais des trucs. Débrouille-toi. Tu vois, alors heureusement, moi, j'étais bon en technique, je connaissais bien. Mais on se met à la place d'un conservatoire, d'une école de musique qui n'y connaissait rien. Bah, elle dit quoi ? Elle dit à ses profs, bah, allez-y, faites vos cours à distance et puis vous verrez bien. D'ailleurs, j'ai une question moi, sur ça. C'est si l'enseignement de la musique en ligne est si efficace, pourquoi du coup est-ce que les grands conservatoires et les écoles de musique s'accrochent encore autant au présentiel et ne viennent pas compléter avec l'enseignement en ligne ? C'est une excellente question. Il faut juste savoir que j'ai été, moi, personnellement, contacté par le conservatoire Rachmaninov, qui est un conservatoire privé à Paris, pour justement étudier la possibilité de digitaliser leur enseignement. Il faut savoir que les grands changements dans l'apprentissage de la musique et dans la façon traditionnelle dont la musique est enseignée aujourd'hui passent toujours, depuis des décennies, par les conservatoires. Si les conservatoires s'y mettent, ça suit derrière, parce que les conservatoires sont là pour faire perdurer de toute façon une façon de faire, un art, un état d'esprit. C'est pour ça que ça s'appelle des conservatoires d'ailleurs. C'est comme la Formule 1 qui vient impacter tout le marché de l'automobile avec les nouvelles technologies et tout. Voilà, sauf que la Formule 1 s'ouvre aux nouvelles technologies pour l'instant. C'est un peu le débat d'aujourd'hui. Donc j'ai été contacté par eux. Donc c'est pas qu'ils s'ouvrent pas, je pense qu'en fait ils ne savent pas faire. Ils sont pas formés pour. Et ils ont du coup pas conscience, comme ils n'ont pas pratiqué et qu'ils ne savent pas ce que ça peut apporter et qu'ils n'ont pas du coup les bienfaits et qu'ils n'ont aucunement conscience des bienfaits que ça peut leur apporter dans l'enseignement, ils préfèrent le mettre de côté. Et ça, encore une fois, appuyé par l'expérience qu'il y a eu pendant le confinement, où ça a été pour 90% des enseignants une hécatombe parce qu'ils l'ont mal fait. Donc forcément, très mauvaise expérience, on la met de côté, on l'oublie. On l'a testé. Non, elle n'a pas été testée sous toutes les formes. Elle n'a pas été testée correctement. Ça n'a pas été empirique. Donc, forcément, on ne peut pas en tirer des conclusions. Sauf qu'actuellement, ils sont dans une démarche où ils en tirent des conclusions pratiquement définitives. Mais de toute façon, le temps va les amener à changer. Parce qu'ils ne pourront pas faire sans. Le marché est là. Tu vois, ça me fait réagir parce que de ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que à la base, le conservatoire, potentiellement l'école de musique, peuvent être ouvertes à ça, mais elles se retrouvent avec des profs qui, eux, considèrent que c'est pas bien. En fait, je trouve qu'il y a un paradoxe entre le fait que les conservatoires pourraient être intéressés mais savent pas faire, mais derrière, on a plein de gens, de commentaires, de gens de profs qui te disent c'est de la merde et qui sont hyper catégoriques, alors que eux-mêmes sont employés par des gens qui potentiellement restent ouverts, tu vois, parce qu'ils ont envie d'évoluer. C'est paradoxal. Dans ce cadre d'évolution, si on regarde par exemple l'arrivée des musiques actuelles, combien de temps il a fallu pour que les conservatoires, les écoles intègrent les musiques actuelles ? Combien de temps il a fallu pour que les écoles lâchent prise sur la formation musicale ou le solfège par rapport à ça et changent la façon de faire ? Combien de temps il va falloir pour que les écoles du coup passent sur leur ligne ? C'est juste une question de temps. Il y a beaucoup d'inertie en fait. Il y a beaucoup d'inertie, exactement. Et je pense que très clairement, si un jour les conservatoires s'ouvrent à écouter des gens comme nous qui avons cette expérience-là, à s'ouvrir aussi à voir ce qui est possible de faire, à essayer vraiment des choses sur l'enseignement en ligne avec les bonnes méthodes, la bonne façon de faire, avec les bons piliers qui sont très importants à respecter pour que ça soit efficace. Parce que oui, on ne se lance pas dans l'enseignement en ligne comme ça, en se disant je fais des tutos et les élèves se débrouillent. Non, c'est pas ça. C'est pas des tutos enseigner en ligne. Enseigner en ligne, c'est une vraie organisation pédagogique, c'est une vraie façon de faire. C'est la mise en place de techniques qui permettent aussi de motiver ses élèves, qui permettent de garder ses élèves sur le long terme, de créer une communauté, un esprit de famille, toutes ces choses-là. Et ça, pour l'instant, les gens qui le maîtrisent réellement, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense qu'ils s'ouvriront, les conservatoires un jour viendront par la force finalement, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On le voit autour de nous, il y a beaucoup d'écoles qui ferment parce qu'au niveau financier, elles n'arrivent plus à tenir.
on sait aujourd'hui 2 choses. C'est que l'enseignement de la musique, déjà, est considéré comme une activité pas de première nécessité. Voilà, on l'a vu pendant le Covid, ça a été très clair, on nous l'a bien dit. Et la deuxième chose, c'est que les écoles actuellement associatives et les écoles municipales vivent sur des fonds, finalement. Les associations, elles vivent par les cotisations d'élèves, mais aussi par les subventions que peuvent avoir les mairies et tout ça. Mais les écoles municipales, elles vivent en fait sur ce que les mairies peuvent assigner comme budget là-dedans. Et c'est un gouffre financier pour toutes les mairies. Les écoles municipales, il n'y en a pas une en France qui est rentable. Aucune. C'est un choix qui est super, le choix de la culture, le choix de perdurer un enseignement et de transmettre la culture. C'est une très très bonne chose. Mais ça ne durera pas comme ça. Dans la situation actuelle, il y a beaucoup d'écoles qui ferment parce que plus de moyens financiers, plus possible. Moi, je dis souvent, mais la dernière réunion que j'ai faite à l'école de musique où j'étais, où je partais à ce moment-là de l'école. Donc, j'ai fait la dernière réunion pour voir mes collègues une dernière fois. C'était une réunion de rentrée. Les premiers mots de la responsable de la mairie a été « Écoutez, je ne vous le cache pas, financièrement, c'est très compliqué. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, vos salaires ne sont pas impactés. » Super, on commence l'année comme ça. Je me suis mis à la place de mes collègues. Waouh, le discours est compliqué. Alors moi, pendant les 10 ans où j'étais dans cette école-là, ça n'a jamais été un problème parce que j'avais mon activité en ligne à côté qui marchait. J'étais là en tant que vacataire et j'appréciais énormément. Mais j'ai jamais été impacté par ce côté financier, sécurité. Et d'ailleurs, il faut être clair aujourd'hui. Est-ce que clairement un système dans lequel des enseignants sont très peu payés, parce que le salaire d'un enseignant aujourd'hui de musique, ils sont pas très payés. Enfin voilà, c'est assez bas, vraiment. Et en plus, dans un système dans lequel ils perdent de l'argent chaque année et ils ont besoin de subventions pour vivre, peut clairement survivre les prochaines années. La réponse est non, clairement non. Donc il va falloir se pencher sur d'autres façons de faire pour pouvoir permettre de passer le pas. Et concernant l'aspect, si le en ligne est si efficace, pourquoi les écoles s'y mettent pas? Parce qu'elles savent pas. Voilà, que c'est efficace, clairement, parce qu'elles ne savent pas faire. C'est un nouveau métier, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de s'organiser, et donc une remise en question. Et tu as soulevé un point qui, je pense, pourra faire l'objet d'un nouvel épisode, c'est le sujet de l'argent. Parce que j'ai senti, à travers nos communications, que c'était un sujet qui était délicat à aborder, parce qu'effectivement, l'école de musique en ligne peut apporter une certaine liberté temporelle, financière, que les profs n'ont que très rarement, parce qu'ils sont quand même beaucoup sollicités, ils font beaucoup d'heures de cours, beaucoup de déplacements pour certains. Et je pense qu'il y a un sujet assez intéressant là-dessus. Ouais, clairement. Alors, j'ai une question à te poser. Du coup, on entend souvent que les élèves en ligne sont moins engagés et plus facilement distraits. Du coup, par rapport à ton expérience là-dessus, qu'est-ce que tu penses de ça et comment, toi, quand tu es amené à enseigner en ligne, tu assures l'engagement de tes élèves dans cet environnement? Alors, je pense que ce soit en ligne ou en présentiel, les élèves n'ont pas besoin du en ligne pour être distraits, en fait. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus le cas chez les enfants, mais chez les enfants qui sont capables d'être distraits en présentiel sans aucun problème. Ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils ont juste besoin de sollicitations en fait, dans leur environnement. Et ce qui va permettre en ligne, notamment, de captiver l'attention des gens, donc que ce soit adultes ou enfants, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Donc on revient sur les aspects de gamification, etc. À partir du moment où il y a un intérêt qui est fort, qui émotionnellement les impacte, ça fonctionne. Moi, je fonctionne énormément comme ça avec mon fils. Alors évidemment, je ne le fais pas en ligne, parce que je suis avec lui, mais le fonctionnement en ligne serait le même. Et sa prof va aussi dans ce sens-là, et je trouve ça génial. C'est que des fois, il y a un morceau, ça ne le motive pas, etc. Tu sens qu'il n'a pas la flamme. Et donc, d'essayer de travailler alors que tu n'as pas envie, ça fait beaucoup de choses, tu vois, de travailler et ta discipline, te forcer à travailler, et en plus sur un truc qui ne te plaît pas, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver, en fait, et c'est là où le prof a à se remettre en question, c'est de trouver quel est l'intérêt de l'élève, sur quoi est-ce qu'il veut porter sur son intérêt, et d'être capable d'être flexible, de s'adapter pour le motiver. Ça, c'est dans le cas où on se retrouve directement avec lui.
Et sinon, on va le faire naturellement avec les... C'est tout bête, mais le fait qu'il y ait des vidéos, une structure, une méthode, alors rien que ça, en fait, c'est motivant. Je vais faire le parallèle encore avec le sport. On aime tous les deux le sport. Il y a un moment donné, je suivais une méthode de musculation au poids du corps. Le livre était construit en 12 niveaux. Tu as envie de monter dans les niveaux. Et donc, du coup, tu sais ce que tu dois faire. Et en plus, tu as un cadre. Tu vois, on te donne un cadre. À partir de... C'est une philosophie chez moi qui est importante, c'est que je considère que la créativité ne fonctionne au mieux que si tu te donnes des contraintes. Pas de contraintes, pas de créativité. Des contraintes, de la créativité. Ben pour la motivation, c'est pareil. Si on te donne des contraintes qui vont dans le sens de ce que tu veux, ben tu es capable de te projeter sur le long terme, tu es capable de te projeter à court terme parce que tu sais ce que tu dois faire, tu vois les étapes, tu viens injecter de la gamification et tout ça, et je t'assure que derrière, les élèves, ils sont ultra motivés. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et justement, on parle de contraintes. Ça rejoint un peu la remarque que je t'ai faite tout à l'heure sur Henri Simon. La contrainte qu'il avait, c'est qu'il se contraignait à peindre tous les jours pour, des fois, faire des tableaux qui sont jetés ou mis de côté, et puis des fois des œuvres d'art. Ah ouais, c'est le même principe. Alors, j'ai une petite question. On parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle. Oui. Du coup, alors on pourrait poser plein de questions, mais celle que j'ai à te poser, c'est face à la montée en puissance de l'IA et des applications, comme par exemple Simply Piano et tout ça, est-ce qu'un musicien formé en ligne peut être encore considéré comme un véritable artiste ou juste un produit d'un algorithme? Est-ce que l'IA va faire de faux musiciens, en gros? Alors, la réponse que je vais te donner, c'est que je n'en sais rien. On n'a pas assez de recul là-dessus. Moi, je pense en tout cas qu'il y a une chose importante à considérer, c'est que il faut garder de l'humain dans l'art. Quand il y a un aspect sur lequel je suis très d'accord avec tout ce que les profs peuvent dire en termes de critique et tout ça, et tout ce qu'on peut se prendre dans la tête, nous, à travers les pubs qu'on peut faire, les conférences et tout ça, même si ça reste minoritaire, on a quand même un devoir de faire passer un savoir. Et ce savoir-là, même si l'IA pourrait potentiellement nous remplacer, l'IA ne remplacera pas de toute façon le côté sensibilité de l'être humain sur le regard et le non-verbal. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant. Et je pense que c'est encore la différence que l'on peut avoir. Et je poursuivrai en disant que justement, ces outils-là sont un excellent moyen pour remettre le présentiel en valeur et redonner de la valeur au présentiel. Et ta question, au-delà de l'aspect technologique, me fait penser à un aspect essentiel qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces avancées technologiques, tout le fait, tous ces tutos en ligne, tout cet enseignement que l'on peut voir se digitaliser, a une vertu que peu de personnes mesurent à l'heure actuelle, c'est que si tout le monde s'y met, tout le monde enseigne en ligne et tout le monde maîtrise ça, on va redonner une valeur incroyable au présentiel, puisque si le en ligne est accessible et devient démocratique, ceux qui sont capables d'enseigner correctement en présentiel vont multiplier par 3, 4, 5 voire par 10 la valeur de leur enseignement en présentiel. Et je dis ça parce que j'ai cette expérience. Moi, quand j'ai commencé à enseigner la MAO, j'enseignais, j'allais me déplacer chez mes élèves en voiture, comme font beaucoup d'enseignants. Donc, je faisais la route, j'étais payé 25 € de l'heure. Voilà, donc pour s'en sortir, c'était quand même assez compliqué. À partir du moment où je me suis lancé en ligne et que j'ai créé mes formations en ligne sur la post-production musicale et la MAO, musique assistée par ordinateur et tout ce qui était home studio, qu'est-ce qui s'est passé? Mon enseignement et l'accès à moi a été multiplié par 3, voire par 10, parce que je suis passé de 25 € à pratiquement 200 € de l'heure. Et ça, c'est un aspect qui est super important. Donc, je pense qu'il faut clairement s'ouvrir à ces nouvelles technologies tout en les maîtrisant pour éviter les dérives qu'elles peuvent être amenées à produire si elles tombent dans des mains de gens qui ne la maîtrisent pas. Ouais, je suis bien d'accord. Et justement, je pensais à ça avec l'autre jour avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, potentiellement, elle peut faire plein de choses. Elle peut t'aider, elle peut raccourcir, elle peut t'aider sur plein de choses.
mais elle a toujours besoin, et elle aura toujours besoin, je pense, d'un chef d'orchestre. Parce que la fibre, j'ai vu une vidéo très intéressante d'un Étienne Guéraud qui fait du jazz, où il parlait justement de l'intelligence artificielle. Pour créer un tube, tu vois, l'IA, elle pourrait être toujours aussi forte qu'elle veut. Elle pourra suivre toutes les directives qu'elle veut. Elle s'appuiera toujours sur une base de données, sur ce qui fonctionne, machin. Et elle n'ira jamais prendre de risques parce qu'elle n'a pas cette notion de créer quelque chose qui n'existe pas. Tu vois, elle est obligée de se baser sur quelque chose. Et donc, cette sensibilité, par exemple, pour donner des cours et tout ça, l'être humain, il a toujours besoin d'être là. Par contre, l'IA sera un excellent outil pour lui. Tu vois, moi, je l'utilise tous les jours parce que ça me fait gagner du temps pour éviter de réfléchir à des choses sur lesquelles je n'ai pas besoin de réfléchir. Et ça me permet de creuser plus en profondeur sur ce que vraiment, moi, je peux apporter. Et puis même, pour qu'elle me donne les réponses, il a fallu que je lui donne les questions. Donc, il faut qu'il y ait une vision. Et donc, c'est là où, en fait, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, c'est juste une sorte d'accélérateur qui va ouvrir à plus d'outils et qui permet au professeur, lui, de faire le chef d'orchestre pour que son élève puisse s'épanouir le mieux possible. Bien sûr, il faut le voir comme des assistants. Il ne faut pas le voir comme des remplaçants. Il est vraiment comme des assistants parce qu'on l'utilise nous beaucoup dans le cadre de notre entreprise. Du coup, ce que je constate souvent aussi, c'est qu'on a besoin de toute façon de préciser les choses, de lui donner un rôle, de lui donner un contexte, de lui demander de corriger certains aspects qui ne sont pas totalement en rapport avec la vision que l'on avait au moment où on pose notre question. Et donc, ça prouve une chose, c'est que elle a besoin d'être guidée. Donc, c'est un assistant, c'est vous le patron, et vous avez l'intelligence artificielle qui est là pour vous aider à aller un peu plus vite dans vos mises en action. Et pour l'apprentissage de la musique, il faut le voir comme ça aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de débats il y a quelques années quand j'animais mon blog Active Studio sur les premières IA qui ont commencé à arriver dans le mastering. Le mastering, c'est l'étape finale, c'est la couche de vernis que l'on met aux productions musicales pour qu'elles sonnent comme le format du marché. Et il y a des applications qui sont sorties et qui proposaient un mastering 100% automatique en ligne. Il y en a plusieurs, hein. Moi, j'avais fait un test et j'avais écrit des articles sur ça. Et j'avais proposé aux gens de s'ouvrir à cette curiosité pour aller tester, se faire leur propre avis. Et à l'époque, j'avais eu des grands ingé-sons qui m'avaient recontacté, qui me suivaient sur mon groupe, qui aimaient ce que je faisais et qui m'avaient recontacté de manière virulente en disant que ce serait pas normal que je fasse la promo d'outils comme ça. Donc, ils étaient dans le même comportement que peuvent avoir les profs de musique aujourd'hui quand on leur parle du en ligne. Ils ont eu peur, il y a eu une notion de peur de « je vais perdre mon métier ». Et en l'occurrence, les années d'études que j'ai pu faire ne sont plus du tout considérées parce qu'une machine arrive et va me remplacer. Voilà, c'est exactement ça qui se passe dans la tête à ce moment-là. Mais non, en fait, la clé, elle n'est pas de refuser ça, elle est d'être critique par rapport à ça. Et je pense que dans l'éducation que l'on a aujourd'hui, de manière générale, on nous a enlevé cet esprit critique. Je te rejoins parfaitement là-dessus. Et c'est très important de pouvoir analyser au maximum un outil tel qu'il est, le tester, s'ouvrir à la critique et comment je peux l'utiliser pour qu'il me fasse gagner du temps. Et en l'occurrence, cet outil de mastering en ligne, bien sûr qu'il n'est pas efficace. Il n'était pas efficace pour permettre à quelqu'un de sortir son album et le produire à 5000 exemplaires. Les professionnels sont là pour ça, avec des machines bien plus adaptées et tout. Par contre, un musicien qui fait sa petite cover sur YouTube et qui veut avoir quelque chose qui s'écoute, qui est bien et qui s'enregistre dans son placard pour pas avoir de bruit parasite à côté, peut-être que là, du coup, ouais, c'est suffisant. Et que ce musicien, de toute façon, il n'a pas les moyens d'aller se payer un mastering à plusieurs milliers d'euros pour produire son album. Donc, c'est pas ça l'idée, en fait, générale. Et l'esprit critique s'ouvre à cette analyse-là. Je partage. Alors, j'ai une dernière question pour toi, parce que le temps tourne et on va finir par conclure quand même sur ce premier sujet. En fait, je voudrais soulever l'aspect des avantages pour les enseignants. Il y en a beaucoup qui pensent que l'enseignement en ligne va juste leur donner plus de travail pour moins de reconnaissance, voire plus de critiques. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Plus de travail pour moins de reconnaissance. Ouais, et voire plus de critiques. Alors, pour les plus de critiques, peut-être, mais j'y reviens juste après. Par contre, j'aurais tendance à dire moins de travail et plus de reconnaissance, tu vois, je le tournerai dans l'autre sens. En fait, il faut le voir comme un... Je sais pas si tout le monde est à l'aise avec les maths, mais
on va prendre une courbe droite à 45 degrés, c'est-à-dire que plus tu passes de temps, plus tu as d'élèves, en gros, plus tu gagnes ta vie. Okay, sauf qu'il y a une limite. À un moment donné, quand tu n'as plus de temps, tu n'as plus d'élèves. Quand tu te lances en ligne, pareil, tu peux te lancer et avoir un système qui est similaire. Ton temps est complètement corrélé, l'argent que tu gagnes est complètement corrélé. Mais l'avantage du en ligne, c'est que tu peux mettre en place des choses qui te permettent à terme de décorréler ton temps. Donc tu peux combiner les deux, c'est-à-dire qu'au début, tu lances ton activité, tu vas faire en sorte de récupérer rapidement des élèves pour que ça puisse commencer à tourner. Mais en arrière-plan, en sous-marin, tu commences à mettre en place des choses qui te permettent que tout tourne en automatique. On va prendre un exemple très simple pour les gens, mais quand tu mets une vidéo sur YouTube. Moi, j'ai mis des vidéos sur YouTube il y a 7, 8, 9 ans, je crois. 9 ans. J'ai une vidéo sur comment lire les notes en 2 minutes. Voilà. Comment apprendre à lire les notes. Un peu sur le solfège. Cette vidéo, elle tourne toujours. Cette vidéo, elle a fait 450 000 vues. Alors, je m'en suis plus occupé. On pourrait... voilà. Mais du coup, elle continue de travailler pour moi. Donc, j'ai travaillé à un instant T et elle continue de travailler pour moi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux basculer dans un système où tu passes de moins en moins de temps. Ce temps, tu le consacres en plus grande partie à améliorer la pédagogie, améliorer l'expérience utilisateur pour tes élèves. Et tes revenus peuvent continuer de croître tant que tu arrives à faire rentrer des gens dans le système. Alors, ça devient un autre métier. Ça s'apprend, c'est pour ça qu'on est là. Mais du coup, tu te retrouves dans un système où il y a moins de temps à y passer et souvent plus de reconnaissance, puisque derrière, tu ne fais que capter des élèves qui veulent que tu leur apprennes à passer de l'étape A à l'étape B. Tu leur proposes un système qui a été réfléchi, construit pour ça. Alors que, faut quand même qu'on soit honnête, un professeur, il n'est pas directement là pour te dire « aujourd'hui, t'en es là, demain, je t'emmène là précisément ». Un professeur, aujourd'hui, il fait beaucoup de soutien scolaire, comme ce que je disais. Il a des objectifs à amener pour les écoles de musique, éventuellement des passages de cycle et tout ça. Mais au-delà de ça, c'est flexible. Tu vois, il s'adapte. On peut dire que c'est une force, on est d'accord ? Mais quelque part, il ne fait que s'adapter. Et donc, du coup, en termes de reconnaissance pour l'élève, c'est à lui de voir s'il sent qu'il progresse ou non. Alors que quand tu suis un cursus, quel qu'il soit, et notamment là, en ligne, on t'emmène d'étape en étape, tu vois que tu passes les étapes, tu vois que tu progresses, tu vois que tu te rapproches de là où tu veux aller, donc forcément, la reconnaissance est plus grande. Et après, c'est une sorte d'inertie. Les élèves sont contents, les élèves en parlent. Du coup, comme c'est les réseaux sociaux, ça permet d'être un peu plus visible que localement. Mais c'est une sorte de cercle vertueux. Est-ce que tu veux dire du coup que les enseignants sont dans une logique où ils vont de leur temps et qu'ils n'arrivent pas à se détacher de cette logique-là ? Ah bah oui, complètement. Et puis il y en a même qui vont jusqu'à se trouver des heures là où ils auraient habituellement dit non, mais parce qu'ils en ont besoin. Et finalement, ils se retrouvent à se sous-vendre. Moi, je l'ai eu fait, par exemple, à une époque, j'étais à Rennes. Alors, j'étais encore très jeune, donc ça me dérangeait moins. Mais j'allais donner un cours dans le centre-ville de Rennes. Il me fallait une demi-heure pour y aller. C'est beaucoup, pas beaucoup. Et il me fallait une demi-heure pour revenir. Et il me fallait 1 heure de cours. Et je t'ai payé, c'était je sais pas, les Faciladom, les machins. Oui. Et j'avais des coupons à l'époque, c'était pas en ligne. Et ils me donnaient les coupons et je t'ai payé, je crois, 17,50 € de l'heure. Mais c'était 17,50 € pour 2 heures, pas pour 1 heure. Oui. Donc j'étais à 9 €. Et le truc, c'est que quand tu fais des choix comme ça qui sont conditionnés parce que émotionnellement, tu as vite besoin d'avoir des revenus, bah, tu te retrouves à faire des choix comme ça dans la précipitation qui sont pas très bons. Et tu te retrouves un peu bloqué dans ton propre... tu te crées ton propre piège. Tu te retrouves à faire beaucoup d'heures, à être pas beaucoup payé. Et tu comprends pas pourquoi. Et c'est dur de faire machine arrière. Exactement, il y a aussi cette notion-là de décorrélation au niveau de l'esprit. Actuellement, les enseignants musicaux sont je donne 1 heure de cours, je suis payé tant de l'heure. Et donc, mon taux horaire est celui-ci. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais du coup, quand on donne des cours en ligne, combien on prend de l'heure ?» Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça l'enseignement en ligne. Et donc, ça prouve très bien qu'ils sont dans un conditionnement, finalement, une logique qui a été régie depuis de nombreuses années sur la façon dont on enseigne la musique, c'est comme ça et pas autrement. Alors qu'il y a d'autres façons de le faire.
Et si on revient un peu sur un résumé de ce qu'on a pu dire, c'est que l'enseignement en ligne, en dehors de l'aspect où il faut faire des vidéos et tout ça, c'est de la pédagogie inversée, finalement. C'est qu'on invite l'élève à travailler chez lui pour qu'ensuite il puisse mettre en application avec nous. C'est de la gamification, c'est permettre à l'élève de trouver une motivation et d'être dans une logique où il va gagner des niveaux, il va être motivé à travailler, il va gagner des badges, enfin des choses comme ça. Il y a plein d'exemples de gamification. Et c'est aussi une pratique de l'autonomisation et donc qui permettra aussi à des élèves de s'investir plus dans leur enseignement, à condition, encore une fois, que ça soit bien fait. On est d'accord. Et je finis de répondre, parce que c'est vrai que j'ai ouvert la parenthèse, je ne l'ai pas terminé tout à l'heure, sur l'aspect des critiques. Oui, on est amené à être plus critiqué. Mais les critiques nous touchent à partir du moment où on n'est pas au clair complètement avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait. Si on est d'accord, si on assume ce qu'on fait, qu'on sait que ce qu'on fait est bien et qu'on sait qu'en plus il y a des élèves qui sont contents derrière, mais derrière les critiques, on s'en fout. On va prendre notre exemple. Quand il y a des critiques sous les pubs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y en a qui essayent de nous donner des conseils, essayent de faire ci, là, vous dites des bêtises. Mais c'est gentil à eux, merci. Mais entre guillemets, on s'en fout parce que nous, on sait en interne que ceux qui sont intéressés viennent et que ceux qui sont intéressés ont des résultats. Et donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, pareil, en tant que prof de musique, si tu attires des élèves qui sont contents et que ça se passe bien, toi, tu as des revenus, eux, ils sont contents et tout va bien, c'est cool pour tout le monde. Et pour le tarif horaire, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a vite tendance à penser tarif horaire, mais quand tu prends un abonnement, tu payes ton entrée à l'école de musique ou autre, tu payes un forfait pour accéder aux cours de formation musicale, aux cours de cours collectifs, aux cours machin. C'est un forfait global, on ne te fait pas payer à l'heure. Et donc, quand tu viens créer une école de musique en ligne, le concept, il est similaire. Tu viens proposer une valeur et les gens payent pour cette valeur. Tout à fait. Bon, si on résume finalement toute notre intervention, est-ce que l'enseignement en ligne est faisable? Est-il possible d'enseigner en ligne? La réponse est finalement oui. C'est pas grand oui. C'est un grand oui et pas un grand non, comme on peut l'entendre tout le temps. Pourquoi? Parce que l'enseignement en ligne, on l'a pu le dire, c'est finalement notre métier. C'est une autre façon d'apprendre les choses. Si actuellement, dans l'esprit des gens, c'est un non, c'est qu'ils ne connaissent pas ce métier-là, ce qui est logique, ce qui est normal, ils n'ont jamais appris à le faire. Donc c'est un nouveau métier, une nouvelle façon de pratiquer. Et donc ça demande de se remettre en question. Ça, c'est un autre débat, la remise en question. Ça va apporter finalement beaucoup plus de soutien à l'élève quand il est chez lui. Ça va permettre à l'élève de s'autonomiser, de travailler en fonction de son timing, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte. Ça va lui permettre aussi de s'insérer dans une dynamique. Alors quand on dit oui, je t'ai posé une question tout à l'heure, on n'a pas rebondi dessus, mais sur l'aspect, oui, les élèves sont moins concentrés. Ce qu'on constate généralement quand c'est bien fait, c'est que les élèves finalement sont même plus concentrés. J'ai beaucoup d'enseignants qui me témoignent en disant c'est fou en fait, à travers l'écran, les élèves sont beaucoup plus concentrés que quand je les ai présentiels, quoi. Bah oui. Pourquoi? Parce que en fait, les élèves, ils sont souvent sur leur téléphone toute la journée, donc l'écran, et ils ont besoin de l'écran. Et nous, on doit être là aussi finalement en tant que prof. Et pour résumer tout ça, c'est notre rôle d'enseignant de nous adapter. Comment peut-on espérer survivre en tant qu'enseignant dans les prochaines années si on n'accepte pas que le marché a évolué et s'adapter à ça? Clairement, la réponse est non, on ne survivra pas. Autant songer à changer de métier tout de suite. Par contre, de s'ouvrir à d'autres possibilités et de pratiques, c'est là où ça devient très intéressant et c'est là où ça deviendra épanouissant aussi pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant. Exactement. Voilà, est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter par rapport à cette thématique-là? Non, je pense que tu as dit, tout ce que tu as dit est très clair. Ce qu'on a dit, je pense, est évident. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, je serais très curieux d'avoir des arguments en face. Par contre, attendez-vous à ce que derrière, les arguments puissent être remis en question. À un moment donné, moi j'accepte tous les arguments, mais j'aime bien qu'ils soient construits et qu'il y ait une logique. Et c'est ce qui aussi fait enrichir le débat. On peut être contre certains aspects du en ligne, contre certains aspects du présentiel et autres, et en discuter.
Mais c'est important de mettre de côté l'émotionnel et de réfléchir de manière à faire évoluer finalement l'enseignement musical. Voilà. D'ailleurs, où est-ce que les gens peuvent nous retrouver? Ils peuvent nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Zik School, sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram. Ils peuvent aussi aller nous voir sur notre site internet zikschool.com, qui est notre site officiel. Et bien sûr, sur l'ensemble de nos publications, on est ouvert aux commentaires pour vous répondre, pour argumenter sur ces aspects-là. Et on vous attend sur ces structures. Merci en tout cas à toi, Fabien, pour ce premier podcast. Et puis, le premier d'une longue lignée, je l'espère. Premier podcast sur lequel on attend beaucoup de commentaires, des 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Il faut commenter. Merci. Allez, ciao.